Bonjour à tous et bienvenue à cette formation en ligne. Dans ce premier module, nous effectuerons un survol des notions de coupure de circuit électrique. Réalisé par Zensol Automation en collaboration avec Hydro-Québec. Objectif de ce module. À la fin de ce module, le participant sera en mesure de décrire les principes de coupure et de faire les liens avec la vitesse des disjoncteurs. Leçon 1. Notion fondamentale en coupure de circuit électrique. Pourquoi couper un circuit électrique? Que se passe-t-il lors d'une coupure en haute tension? Quels sont les moyens pour que l'arc ne se réamorce pas? Pourquoi couper un circuit électrique? La coupure, dans un réseau électrique de distribution ou de transport, permet d'isoler une partie du réseau de l'ensemble du parc électrique. On coupe principalement un circuit électrique en haute tension dans les trois cas suivants. Le premier cas, pour répondre aux besoins de maintenance ou encore dans les cas d'une nouvelle installation. Le second cas, lorsque les protections détectent des dépassements de seuil ou de limite. Par exemple, lors de la présence d'une surcharge électrique dans le réseau, généralement causée par une consommation excessive de la clientèle. Il y a dépassement de seuil, donc coupure de circuit. De plus, des limites de fonctionnement sont imposées aux appareillages électriques, pour éviter leur dégradation prématurée. Le troisième cas, est celui des courts-circuits électriques de type fugitif ou permanent. Les courts-circuits fugitifs sont généralement dus à de fortes tempêtes, des coups de foudre, des branches d'arbres, ou des animaux. Par contre, les courts-circuits de type permanent, provoquent une coupure définitive qui nécessite en général l'intervention du personnel de maintenance. Que se passe-t-il lors d'une coupure en haute tension? Dans le domaine de la haute tension, la séparation des contacts ne suffit pas pour couper le courant instantanément. Lorsque les contacts se séparent, le courant continue de circuler, et un arc électrique temporaire se forme entre les contacts mobiles et les contacts fixes. Pour comprendre les dégâts causés par les arcs électriques, passons en revue quelques-unes de ces caractéristiques. Sa température peut dépasser parfois 20 000 degrés Celsius. Sa durée d'existence dépend du niveau de tension, de la valeur du courant à interrompre, ainsi que du milieu isolant dans lequel il se produit. L'arc électrique ionise les milieux dans lesquels il circule. L'ionisation transforme un milieu non conducteur en un milieu conducteur. Le défi technologique qui se pose à nous, est ensuite de retransformer ce milieu conducteur en un milieu isolant, donc, non conducteur. La rapidité de cette transformation dépend en fait des caractéristiques thermiques et diélectriques du milieu isolant. Voyons les risques et dangers engendrés par l'arc électrique. L'arc électrique dégrade l'intégrité mécanique des contacts principaux et auxiliaires. L'arc électrique génère des transformations chimiques dangereuses, qui peuvent produire des gaz explosifs, nocifs, corrosifs, ainsi que des gaz dus à la décomposition du SF6 par exemple. Quels sont les moyens pour que l'arc s'éteigne et ne se réamorce pas? Pour éteindre l'arc électrique, il faut que le courant d'arc devienne et reste nul. En faisant varier la vitesse d'ouverture et la distance entre les contacts, on influence grandement la puissance et la durée de l'arc électrique. Le fait d'espacer suffisamment les contacts pour certains milieux isolants, aide grandement au refroidissement et à l'extinction de l'arc. Que veut dire régénérer le milieu isolant? C'est la capacité du milieu isolant à retrouver ses propriétés électriques après l'extinction de l'arc. La rapidité d'extinction d'un arc électrique dépend fortement de la vitesse de régénération du milieu isolant. On parle alors de vitesse de désionisation du milieu isolant. Quels sont les milieux isolants les plus fréquents? Ce tableau est divisé en 3 colonnes. La première colonne représente les différents types de milieux isolants. La deuxième colonne spécifie la vitesse de régénération du milieu utilisé, et la dernière colonne montre les inconvénients inhérents au milieu choisi. Notons que ce tableau prend l'air atmosphérique comme référence. Si le milieu isolant est constitué d'air atmosphérique, la vitesse de régénération est très lente. Si l'air est comprimé, alors la vitesse de régénération est bonne. Par contre, les coupures sont très bruyantes. Il faut noter également l'encombrement des systèmes de compression et de déshumidification de l'air. Lorsque le milieu isolant est constitué d'huile, sa vitesse de régénération est meilleure que celle de l'air.
Le problème de l'huile en tant qu'isolant est qu'il se décompose. Ceci engendre des entretiens fréquents, donc des coûts de maintenance élevés. Si le milieu isolant est le vide, on ne parle pas de vitesse de régénération du milieu, car théoriquement l'arc ne se crée pas. Le problème des chambres à vide est qu'il est difficile de mesurer le vide, donc de suivre sa dégradation. Avec le gaz SF6 comme milieu isolant, on obtient une très bonne vitesse de régénération. L'inconvénient de ce milieu est qu'il génère des gaz à effet de serre, polluants pour notre atmosphère. Il faut également noter que le gaz SF6 peut être combiné avec d'autres gaz, tels que l'azote N2 ou encore le gaz CF4. Ces mélanges évitent les liquéfactions des milieux lors des basses températures d'hiver. Passons au refroidissement du milieu isolant et des contacts dans les disjoncteurs. Un autre moyen pour que l'arc ne se réamorce pas est de refroidir le milieu isolant en plus de refroidir les contacts. Pour comprendre ces phénomènes, analysons les différentes technologies de coupure utilisées dans les disjoncteurs haute tension, et les techniques utilisées pour refroidir leur milieu et leurs contacts. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un disjoncteur et quel est son rôle? Le disjoncteur est un appareil électromécanique qui permet d'interrompre les courants, dans des conditions normales ou anormales de service. En conditions normales de service, il met hors tension les charges présentes dans le réseau. En conditions anormales de service, il opère en présence de défauts électriques. Tel que mentionné précédemment, il existe différents milieux de coupure. Cette photo montre un disjoncteur air comprimé. Ce type de disjoncteur a un ou plusieurs contacts creux reliés à un réservoir d'air comprimé. Lorsqu'une commande d'ouverture survient, les contacts se séparent, l'arc est alors éteint par un puissant soufflage d'air de haute pression entre 20 à 35 bars. Le milieu isolant et les contacts sont ainsi refroidis. On distingue deux modèles dans les disjoncteurs fonctionnant avec de l'huile. Les gros volumes d'huile dits GVH et les petits volumes d'huile dits PVH. Dans les disjoncteurs à gros volume d'huile, les contacts sont plongés dans un bain d'huile. Sous l'action de l'arc électrique, une boule d'hydrogène se produit, ce qui entraîne un soufflage par l'huile. Dans les disjoncteurs à petit volume d'huile, l'huile est directement injectée vers l'arc par le biais d'auto-injecteurs. Pour ce qui est des disjoncteurs dont la chambre de coupure est du vide, le principe est de garder le milieu sous une très basse pression de l'ordre de 10 à la puissance -8 pascal. Dans ce type de milieu, l'arc est éliminé par les particules des contacts qui le forcent à suivre un chemin bien spécifique jusqu'à son extinction. Le principe des disjoncteurs au gaz SF6 fait en sorte que lors du déplacement des contacts mobiles, le gaz qui est comprimé est ensuite dirigé vers l'arc pour l'éteindre et le refroidir. Les propriétés de ce gaz font en sorte que le milieu se régénère rapidement et que les contacts sont aussi refroidis rapidement. Question leçon 1. Parmi les choix suivants, lequel est un inconvénient d'utiliser l'huile comme milieu isolant? A. Très faible capacité de coupure. B. Pollution atmosphérique. C. Entretien fréquent. La réponse est C. Entretien fréquent.